podcast de l'article de Farid Amoa publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « L'Afrique convoitée ou comment éviter le baiser de la mort ». Elle commence son article ainsi. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance des pays d'Afrique, le continent est le terrain de convoitises sans précédent et de guerres d'influence qui s'accélèrent. En témoigne la multiplication des sommets et des forums comme celui, le plus ancien d'Afrique France créé, rappelons-le, 3 novembre 1973 par le président Georges Pompidou qui se déroule tous les 2 ou 3 ans, avec parfois un écart de 4 ans. En 1993, le premier sommet Japon-Afrique se tiendra sous l'appellation TICAD, Tokyo International Conference on Africa Development, le dernier en date, ayant eu lieu en septembre 2022 à Tunis. Citons le forum très prisé Sino-Afrique créé en l'an 2000, qui se tient tous les 3 ans, et qui rapidement a fait de la Chine le premier partenaire commercial des pays africains. En 2008, c'est au tour de l'Inde qui devance aujourd'hui la France en termes d'échange d'organiser un premier sommet indo-africain. La même année c'est au tour de la Turquie qui, en quelques années a développé un réseau considérable de relations militaires et économiques avec 43 ambassades en Afrique et une force de frappe, la Turkish Airlines l'une des principales compagnies aériennes en Afrique. Le dernier sommet en date a eu lieu à Istanbul en décembre 2021 et celui de 2026 est déjà programmé. En 2014, c'est au tour du président Barack Obama d'organiser le premier sommet États-Unis-Afrique. L'auteur poursuit son article ainsi. La seconde édition a eu lieu récemment à Washington, le 13 décembre dernier où le président Joe Biden recevait 50 chefs d'État, ministres et hauts fonctionnaires africains avec au menu une stratégie défensive concernant tous les secteurs, pour contrer l'influence de Pékin. Une influence qui en 2 décennies n'a cessé de croître pour devenir le premier partenaire du continent. Ceci au détriment des relations avec l'Union européenne, qui organise également des sommets UE-Afrique, qui reste un client important du continent mais dont la part diminue peu à peu. L'Union européenne qui avec les accords de partenariat économique, les APE tente d'ouvrir le marché africain aux produits européens et d'imposer un libre-échange au continent. Un libre-échange qui est considéré comme le baiser de la mort, menaçant de destruction des pans entiers des économies, et notamment de l'agriculture. La Russie va à son tour organiser le 23 octobre 2019 à Sotchi le premier forum économique Russie-Afrique, qui a réuni quelques 6000 participants des 54 pays africains, dont 45 étaient représentés par des chefs d'État et de gouvernement et la nomenclature économique et politique soviétique avec un objectif faire valoir le potentiel de coopération Russie-Afrique. Un contexte de guerre froide que réfute l'Afrique, un état des lieux des sommets et forums qui donne, on le voit, la part belle aux pays émergents, qui passe selon le mot d'un responsable de la Banque africaine de développement du balcon à l'orchestre, avec une forte évolution de montée de tension entre Washington et Pékin, cette dernière décennie. Face au projet des nouvelles routes de la soie qui intéressent quelques 70 pays, les États-Unis veulent en effet maintenir leur rang de première puissance financière économique et militaire. Ces rivalités et concurrences économiques, ces guerres d'influence qui sont exportées en Afrique, ont ainsi transformé le continent, selon le politologue Sébastien Le Belzir en un échiquier d'une guerre froide, où les 2 plus grandes économies de la planète avancent leurs pièces, exacerbées en sus par le conflit de l'Ukraine. L'auteur précise ainsi, une guerre froide que récusent les dirigeants africains, comme en témoigne le président sénégalais Macky Sall, et président en exercice de l'Union africaine, qui lors de la dernière session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, a été très clair: je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunités ouvert à tous ses partenaires, sur une base mutuellement bénéfique. Une position partagée dans sa lettre et son esprit par le Maroc, qui ne cesse de plaider pour un partenariat construit gagnant-gagnant pour sortir le continent du sous-développement et pour lancer une dynamique de transformation industrielle et culturelle. Un objectif louable mais dont les prérequis nécessitent un long combat pour une véritable émancipation et indépendance économique. L'économiste sénégalais Moussa Dembele,
directeur du Forum africain des alternatives, explique pourquoi l'Afrique est l'objet de tant de convoitises. Son focus sur les ressources naturelles nous rappelle l'immensité des richesses du continent avec ses 30 millions de kilomètres carrés. Les ressources naturelles, écrit-il, recouvrent la terre, l'eau, les ressources minières, les énergies pétrole-gaz naturelles, les pierres précieuses, l'or, le zinc, les forêts. L'Afrique possède quelques-uns des plus grands fleuves et cours d'eau du monde. Elle possède 60% des étendues de terres arables mondiales, des ressources minières abondantes. Le continent possède 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles du diamant, 40% de celles du chrome, 28% de celles du manganèse. Pays riche, population pauvre. Pourtant, analyse Moussa Dembele, en dépit des énormes ressources, le continent n'a pas réussi à en tirer profit. 600 millions d'Africains vivent sans électricité et des populations entières de pays riches vivent dans le dénuement. En témoigne l'exemple de la RC République démocratique du Congo, qui dispose de fabuleuses richesses, ou la Guinée dont le sous-sol recèle la plus grande réserve du monde de bauxite, de minerais de fer, de diamants, d'or et qui se classe tout en bas du classement du développement humain du Programme des Nations Unies. D'autres exemples comme le Niger très riche en uranium, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso riche en or, en diamants ne profitent pas de leur richesse. Les économies sont insérées dans un modèle d'exploitation extraverti dans lequel les grands groupes étrangers dominent en amont et en aval. Ces groupes importent l'essentiel de leurs intrants et exportent la quasi-totalité de leurs produits sans les transformer. L'Afrique est ainsi devenue, selon l'économiste, la nouvelle frontière de la mondialisation, celle dont les ressources devraient servir à sortir le capitalisme de sa crise systémique au détriment des peuples africains. C'est dans ce contexte qu'il faut placer les nouvelles formes d'intervention pour l'accaparement et le contrôle des ressources. Ces interventions sont de différentes formes: militaires, sécuritaires, lutte contre le terrorisme, avec une menace de la mainmise du secteur financier avec ses fonds de pension et fonds spéculatifs qui ont engendré une course vers le contrôle des terres du continent au détriment de la sécurité alimentaire et de la survie de l'agriculture paysanne sur les terres agricoles. L'auteur pose la question ainsi. Comment dès lors résoudre cette équation du développement du continent? Avec quels outils et quelles armes? En instaurant, répond le président de l'Union africaine, un multilatéralisme ouvert et respectueux des différences, une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Une gouvernance qui doit être portée par une réforme du Conseil de sécurité où la voix de l'Afrique, qui représente 1,4 milliard d'Africains, serait écoutée, par l'octroi d'un siège pour l'Union africaine au sein du G20 interpellé pour la suspension du service de la dette. Après la crise du Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine et celles du changement climatique fragilisent durablement les économies, d'où une demande pressante pour une réallocation partielle des droits de tirage spéciaux et une mise en œuvre des engagements pris d'octroyer 100 milliards de dollars par aux efforts d'adaptation des pays africains. Reste une question nodale. Comment rompre le cercle vicieux de l'échange inégal, qui fait de l'Afrique un réservoir de matières premières exploitées à bas coût, et dont une partie est revendue à des prix exorbitants? En repensant ses priorités, en changeant de paradigme. L'auteur ajoute ainsi. Pour les économistes africains, il faut mettre en œuvre des politiques d'industrialisation et de diversification visant à transformer les ressources, pour créer de la valeur et de l'emploi, et ce, dans une perspective régionale et sous-régionale. Avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine ratifiée par 44 États, c'est un premier pas pour une dynamique de commerce intra-africain qui est lancée. Un commerce intra-africain qui ne représente que 17% des échanges extérieurs et qui est appelé, avec les échanges et le régime préférentiel de la zone, à s'accélérer et à booster l'intégration par le commerce. Une manière d'éviter la malédiction des ressources, qui a touché nombre de pays africains notamment exportateurs d'hydrocarbures, une malédiction qui a enfoncé les populations dans plus de pauvreté et de vulnérabilité.
reste in fine au-delà de l'appel et du combat pour un ordre politique et économique plus juste une véritable prise de conscience pour une Afrique qui doit compter sur elle-même. L'auteur conclut son article ainsi. C'était le sens de l'injonction fraternelle du président de l'Union africaine, Macky Sall devant les représentants des communautés économiques et mécanismes régionaux. La crise actuelle nous renvoie à nos propres responsabilités. Elle nous rappelle que nous devons davantage compter sur nous-mêmes, pour nous libérer de certaines contingences, que nous traînons depuis des décennies. Une parole en or. Rédigé par Farida Moha et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.